bonjour. Montferrier, c'est possible? Entrez, la votre. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la petite commune de Montferrier-sur-Lèze, située au nord de l'agglomération montpelliéraine, où est instauré depuis 2 ans l'inventaire de la biodiversité communale réalisé par les étudiants de l'université Montpellier 2. Dans un contexte de crise écologique et de déclin de la biodiversité, le sommet de Rio de 1992 a permis de prendre conscience de l'importance de l'impact anthropique sur les milieux naturels. De ce sommet ont découlé 3 conventions principales, dont celle sur la biodiversité qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui. L'utilisation des ressources de manière durable, mais également la protection des espèces sont des pièces majeures de cette convention et doivent être instaurées dans les pays signataires. En France, le projet IBC avait le jour en 2010 lors de l'année de la biodiversité et s'inscrit dans la volonté du Grenelle de l'environnement. La connaissance des espèces au niveau local permettra de connaître la diversité biologique à l'intérieur des villages ou des villes, mais également les réseaux écologiques existants permettant la protection des différents habitats. Par le biais de ce documentaire, réalisé par les étudiants de l'université Montpellier 2, nous vous proposons de découvrir tout le panel d'espèces existant sur Montferrier à l'aide des inventaires qui ont été réalisés durant ces 6 derniers mois par les étudiants du master IEGB. Commençons notre parcours en allant à la rencontre des ornithologues. Les oiseaux sont un maillon important des chaînes alimentaires où certaines espèces sont capables d'effectuer des migrations remarquables de plusieurs milliers de kilomètres. Salut Lisa, salut Lucie. Salut. Donc vous êtes les spécialistes en ornithologie. Est-ce que vous pourrez nous préciser un peu ce que vous mettez en place sur le terrain? Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'ornithologie, c'est la science qui étudie les oiseaux. D'accord. Donc on ne va pas se limiter seulement à un genre ou une espèce, mais on va s'intéresser à l'ensemble de la vie faune. Et notre but, ça va être de réaliser un inventaire sur toute la commune de Montferrier. Donc là, vous allez recenser des espèces, mais est-ce que par exemple ça peut être utilisé dans diverses associations de plus grande envergure, notamment la LPO? Oui, tout à fait. Enfin, nos protocoles déjà sont basés sur les protocoles de la LPO France. Donc on va pouvoir leur transmettre nos résultats pour qu'ils exploitent nos données. D'accord. Et est-ce que par exemple au printemps vous utilisez les mêmes méthodes? Alors non, au printemps, il y a beaucoup plus d'activités qu'en hiver, vu qu'il y a tout ce qui est activité de reproduction. Donc les oiseaux sont plus actifs, ils vont beaucoup plus chanter et cette fois-ci on va pouvoir mettre en place des IPA, des points d'écoute, pour pouvoir écouter ponctuellement le chant des oiseaux et les reconnaître principalement à l'écoute. Je vous remercie en tout cas pour ces informations et vous souhaite bon courage pour la suite alors. Merci. Penchons-nous désormais sur les travaux réalisés par les botanistes sur la commune. Loïc, Florent, vous êtes les spécialistes botaniques de l'IEGB. Est-ce que vous pourriez nous donner les objectifs de vos travaux de terrain? Alors l'objectif de mes travaux, c'était de réaliser un inventaire à la fois qualitatif et semi-quantitatif de la flore présente sur la commune de Montferrier. Et donc pour cela, on a utilisé la méthode de déambulation aléatoire, ou on peut dire la prospection aléatoire, sur différents types de milieux hétérogènes, pour en prospecter le plus grand nombre, afin de dénombrer les espèces présentes sur la commune et qui sont généralement caractéristiques d'un type de milieu donné. En termes d'heures sur le terrain, est-ce que vous pourriez quantifier ça? Oui, on doit être à plusieurs dizaines d'heures de travail. Enfin, sur le terrain, une quinzaine, vingtaine d'heures de travail. Puis après, il y a tout le travail qui est fait en amont pour sélectionner justement les milieux, comme l'a dit Loïc juste avant. Et on a également tout le travail de détermination des plantes qu'on trouve. Donc on peut faire soit sur le terrain, soit qu'on ramène chez nous. Ensuite, on a tout le travail où on va essayer de restituer sous carte
pour avoir un rendu visuel de ce qu'on a trouvé. Donc le but c'est de montrer quels sont les milieux et quelles sont les plantes à enjeu de conservation et où est-ce qu'on les trouve sur la commune. Chloé, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques espèces qui sont présentes au bord du Lèze? Comme vous pouvez le voir tout autour de nous, il y a de nombreuses espèces ligneuses qui poussent à proximité des rives. Et en fait, par espèces ligneuses, je veux entendre des espèces essentiellement arborées, mais également arbustives, qui vont former la ripisylve, plus communément appelée forêt de la berge. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, donc une espèce représentative de la ripisylve, c'est l'aulne glutineux. Et également, la plus commune de toutes, le peuplier blanc. Sophia, toi, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer le rôle qu'ont ces espèces au bord du Lèze? Alors oui, le premier rôle va être de consolider les berges en fait, par leur système racinaire puissant. Ensuite, elles vont avoir un rôle dans l'épuration de l'eau, puisqu'elles vont filtrer les composés contaminants. Ensuite, via leur ombrage, en fait, elles vont permettre de réguler la température de l'eau et donc maintenir les espèces qui vivent dans ces eaux-là. Et puis pour finir, on peut dire que finalement la végétation, c'est une principale source de ressources pour toutes les espèces qui vivent là. Aussi, elles peuvent fournir des abris et puis elles peuvent servir de cachette en fait, dans les processus de prédation. Donc Joannick, tu es le spécialiste en entomologie, donc c'est la science qui étudie les insectes. Est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques sur ce taxon? Oui, les insectes ils sont caractérisés tout d'abord par 3 parties au niveau du corps, c'est-à-dire la tête, le thorax et l'abdomen. Ensuite, ce qui les différencie d'autres arthropodes, c'est les 3 paires de pattes et les 2 paires d'ailes, à l'exception des diptères qui n'en ont qu'une seule. Donc c'est les mouches, les diptères, pour information. Ensuite, il y a une grande diversité dans le groupe des insectes, c'est-à-dire que ça correspond à peu près 80% du règne animal pour le moment. Et il y en a encore beaucoup à découvrir. Donc là, tu es en train de mettre en place des inventaires sur le terrain. Je vois que tu as un filet avec toi. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire ce que c'est que cet outil? Ça c'est un filet fauchoir en fait. Donc ça D'accord. sert à faucher tout ce qui est hautes herbes, petits arbustes, pour récupérer toutes les espèces qui sont cachées à l'intérieur, que ça soit sous les feuilles, sur les branches ou sur les longues graminées, et qu'on verrait pas forcément au premier regard. Donc là, j'ai vu que tu avais une espèce que tu as attrapée. Est-ce que tu peux peut-être nous la décrire? C'est une petite libellule que j'ai justement chopée au fauchage. Alors par exemple, c'est l'exemple typique, elle dormait, j'aurais été incapable de la voir si je l'avais pas fauchée. Donc en fait, c'est une demoiselle. Donc chez les odonates, les demoiselles, ça se caractérise par les ailes pliées au repos. Et ensuite, c'est un leste brun. Donc ça, on le caractérise par des cercles très longs. Je te remercie pour toutes ces informations, Joannick. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Souvent négligés par les hommes, les insectes sont pourtant de véritables offrandes de la nature, pouvant s'avérer utiles dans nos exploitations agricoles. Laissons Thomas nous en dire un peu plus sur les menaces auxquelles les insectes sont confrontés. Donc Thomas, est-ce que tu peux peut-être nous indiquer les principales menaces qui existent sur les insectes? Alors oui, donc il en existe plusieurs. Donc ça va commencer par exemple par la pollution liée à l'agriculture, donc avec l'intensification de l'agriculture. Donc ça va polluer donc les sols, l'eau. Donc Clément t'en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Alors est-ce qu'au niveau local, dans nos jardins par exemple, on peut faire quelque chose pour éviter ça? Oui, tout à fait. C'est finalement là où on peut faire le plus de choses au quotidien. C'est que la majorité des personnes coupent le gazon de manière très très rase et un peu façon green de golf. Et alors qu'on utilise peut-être qu'un tiers ou 2 tiers. Et donc les parties non utilisées pourraient être mis en libre évolution, donc pour laisser un peu d'herbe, que les insectes et autres reptiles, etc. puissent investir les lieux. Mettre en place aussi donc des hôtels à insectes, des blocs de bois pour les insectes xylophages, etc. Donc quel intérêt, qu'est-ce que déjà un insecte xylophage? Donc, ces insectes ils mangent le bois, ouais. Donc pas de souci pour les maisons, ce sont des insectes qui mangeront uniquement le bois qui est stocké dehors, et pas du tout les bois de charpente, etc. Et pour l'hôtel insecte aussi, quel intérêt? Est-ce que c'est un autre type d'insectes qui sont visés? Oui, tout à fait. Alors les insectes visés, ça va plutôt être les auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires, ça va être les insectes qui vont aider le jardinier ou l'agriculteur à se débarrasser de peste des végétaux. Donc par exemple les pucerons. Donc avec les hôtels insectes, on va tirer les coccinelles, les chrysopes qui vont manger les pucerons sur les plantes, donc, pour éviter qu'on en ait sur les rosiers ou sur nos légumes dans notre jardin. Bah écoute, je te remercie. Je vais aller voir maintenant Clément et Emilien qui sont en train de mettre en place leurs inventaires sur le Lèze.
L'eau, source de la vie sur Terre, est un élément utilisé par un grand nombre d'insectes dits aquatiques qui vont élaborer la plus grande partie de leur cycle de vie dans les rivières. Certaines espèces d'éphémères passeront plusieurs années dans l'eau avant de vivre quelques heures dans les airs, le temps de se reproduire. Clément et Émilien sont bien placés pour nous éclairer sur ces espèces d'insectes, pas comme les autres. Donc Clément, Émilien, donc vous intervenez directement sur le Lez, mais alors pourquoi, quel intérêt pour vous de venir chercher des insectes ici? Donc tout d'abord, nous dans le cadre de l'IBC, on a fait une prospection pour les odonates, donc les libellules. Donc l'intérêt de venir prospecter en canoë, c'est que les berges ne sont pas accessibles depuis la rive. Donc à pied, on ne peut pas trop le faire. Et donc les odonates, donc les libellules ont deux phases de vie pour accomplir leur cycle de vie. Donc la première phase, c'est dans le milieu aquatique, en l'occurrence dans la rivière. Donc c'est une phase larvaire qui va durer plus longtemps que la phase aérienne où les adultes seront en l'air. Donc les larves, elles vont donc se diriger vers les berges. Elles vont remonter les berges et elles vont établir une sorte de métamorphose qu'on appelle l'émergence. Donc là, les larves vont s'accrocher aux branches, puis ensuite elles vont émerger et l'insecte adulte, donc l'imago, va sortir, se sécher les ailes, puis après, au bout de quelques heures, va décoller pour finir son cycle de vie. L'intérêt, c'est que donc, quand elles font leur mue, leur émergence, il y a une petite peau qu'on appelle exuvie. Donc c'est en quelque sorte la mue de la larve qui reste accrochée sur le support d'émergence. Donc quel intérêt pour nous? C'est-à-dire que ça définit l'autochtonie de l'espèce sur la rivière, c'est-à-dire qu'il y a bien eu reproduction sur le site. Donc là on parlait tout à l'heure avec Thomas des menaces qui existaient sur les insectes terrestres, mais je suppose Émilien que là au niveau aquatique, il y a tout ce qui est les questions de pollution de l'eau qui rentrent en compte. Oui, surtout dans le contexte du Lez. On est quand même sur une zone périurbaine, donc très urbanisée. Et de plus en plus, on bétonne des routes, on crée des zones commerciales. Donc c'est des zones qui sont complètement imperméables, où vont se stocker toutes les pollutions comme les gaz d'échappement qui vont se fixer sur ces zones bétonnées. Et avec les pluies, toute cette pollution va se retrouver dans les cours d'eau. Donc sur l'ensemble du bassin versant du Lez, c'est-à-dire par exemple si on prend l'image d'une bassine, c'est toute l'eau qui va tomber dans cette bassine qui va se retrouver à l'intérieur de la rivière. Donc c'est-à-dire que toute la pollution qu'on va trouver sur le bassin versant va venir se concentrer dans la rivière, ce qui a un impact non négligeable sur tous les insectes aquatiques. Je peux vous remercier pour les informations que vous venez de me donner et puis je vous souhaite bonne continuation dans vos inventaires. Salut Justine. Bonjour. Donc toi tu es la spécialiste en herpétologie, donc c'est le taxon qui s'occupe de tout ce qui est les reptiles, les serpents et aussi les amphibiens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce taxon? Oui, alors l'herpétologie qui regroupe comme tu as dit donc, les reptiles et les amphibiens. Donc chez les reptiles on va retrouver tout ce qui est lézards, serpents, tortues, etc. Et chez les amphibiens ça va être grenouilles, crapauds, aussi les tritons ou les salamandres. D'accord. Et donc en fait c'est des animaux qui ont la caractéristique d'avoir leur température corporelle qui varie en fonction du milieu. C'est ce qu'on appelle des animaux ectothermes, ou dans le langage commun on va dire des animaux à sang froid. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne les retrouve pas dans tous les types de milieux, donc dans quel type de milieu on va les retrouver? En fait on va plutôt parler de périodes, on va les retrouver à des moments où les températures sont plus douces, par exemple au printemps et puis l'été. Mais ça va dépendre encore de chaque espèce. Il y en a qui vont pas être gênés par le froid par exemple au printemps. Je pense à la grenouille rousse qu'on va retrouver plus au nord dans la France. Alors que d'autres vont vraiment avoir besoin de températures chaudes, par exemple les grenouilles vertes qu'on va retrouver donc ici autour de Montpellier, sous un climat méditerranéen, donc plus doux, quoi. Et après ça va dépendre de chaque espèce. Il y en a qui vont aimer les milieux vraiment très secs et chauds, ça va être surtout pour les reptiles, et d'autres vont aimer les milieux très humides, donc pour les amphibiens, quoi. Et quoi qu'on peut trouver aussi des amphibiens qui vont aimer les milieux secs, par exemple ici autour de Montpellier, avec le pélodite ponctué qui va se retrouver en pleine garrigue même s'il n'y a pas de plan d'eau à côté.
En général, les reptiles, c'est des animaux qui ne sont pas très appréciés par l'homme. Est-ce que tu pourrais peut-être nous réconcilier avec eux? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça va être souvent les serpents qui sont mal perçus. Donc il faut savoir qu'ici, on a principalement des couleuvres qui sont totalement inoffensives pour l'homme. Elles n'ont pas de venin, à part la couleuvre de Montpellier qui est un peu particulière. Donc on a en Languedoc-Roussillon 10 espèces de serpents, dont 8 de couleuvres donc inoffensives, et 2 espèces de vipères, qui par contre les vipères ont du venin. Mais alors là, pour tomber sur une vipère, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. D'autant plus que ce sont des animaux qui vont préférer la fuite à attaquer en fait. D'accord. Alors après, on peut, pour différencier une couleuvre d'une vipère, donc le critère va plutôt se baser sur la queue. Donc si on a une queue très fine, allongée, ce sera une couleuvre. D'accord. Et si on a une queue qui, comme on dirait, qui s'arrête d'un coup, donc un peu plus arrondie, ce sera une vipère. Et après, on a quand même le critère de la taille. C'est-à-dire que si on a un animal qui va être au-delà de 80 cm, on est sûr que c'est une couleuvre. Salut Adeline. Donc toi, tu es en train de faire ton protocole sur le terrain. Est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement ce que tu mets en place? Oui, alors déjà pour venir sur le terrain, on avait reçu des cartes qui avaient été découpées en quadras de 500 mètres sur 500 mètres. Et on a fait un tirage aléatoire. Et ensuite, on a eu des chiffres qui sont sortis et on les a suivis pour venir sur le terrain. Et donc au niveau du nombre d'espèces de reptiles et d'amphibiens, est-ce que vous en avez trouvé beaucoup? Non, on n'en a pas trouvé beaucoup. On a commencé la phase de terrain tardivement. Et il fait assez froid, donc du coup on n'en a pas beaucoup. On a trouvé par exemple ici, on avait trouvé un crapaud commun, des grenouilles rieuses, des tarantes de Mauritanie. Et niveau reptiles, on a trouvé une couleuvre vipérine qui n'avait pas encore été recensée sur Montferrier. Et après tout ce qui est lézards des murailles et lézards catalans. D'accord, je te remercie Adeline. Olivier Thaler va désormais évoquer les enjeux de tels inventaires sur une commune comme Montferrier-sur-Lèze. Donc Olivier Thaler, vous êtes le responsable du master IEGB, mais aussi lanceur du projet IBC. Ouais. Donc l'IBC, pour vous, est-ce que c'est plutôt une volonté politique ou est-ce que c'est plutôt un outil réglementaire? Alors en fait, c'est un outil non réglementaire, c'est simplement un outil incitatif qui invite les communes à se pencher sur la biodiversité qu'ils ont sur leur territoire, la nature en fait ordinaire qui les entoure. Et donc en fait, c'est plutôt une opportunité politique pour une commune, au sens politique de la cité, c'est-à-dire que c'est l'occasion de mettre en place une animation autour de la nature, prendre conscience des opportunités qu'il y a, de se promener et de profiter des fleurs, des oiseaux, des insectes, voilà. Donc c'est que du bonheur et rien de bien méchant en termes de réglementation. D'accord. Et en tant qu'aménagement du territoire, est-ce que par exemple ça peut aider les communes à mieux gérer leur territoire tout simplement? Oui, dans le cadre de la genèse de cette atlas de la biodiversité, il y avait un petit peu cette ambition politique qui est un petit peu, je dirais, ambitieuse. Voilà. Moi, je crois qu'il faut être un petit peu plus pragmatique. La première opportunité, c'est de prendre conscience déjà de la nature qu'il y a à proximité de là où on vit. De ce qu'on possède. Quoi, de ce qu'on possède. Et voilà, une fois qu'on a pris conscience, on arrive à finalement réaliser qu'il y a une valeur. Et je crois que quand tous les citoyens d'une commune auront conscience de cette valeur, elle va rentrer naturellement dans les enjeux des activités et de l'aménagement. Et c'est là que ça deviendra un outil pour tout le monde, donc bien sûr les responsables de la commune. Mais je ne crois pas trop au fait que ça soit directement un outil d'aménagement du territoire dès le départ. Voilà. D'accord. Et quelles sont les perspectives pour ce projet dans l'avenir ? Alors, comme ce projet est confié à mes étudiants, très dynamique, plein d'idées, je ne doute pas qu'il va y avoir pas mal d'aspects concrets qui vont déboucher de ça. Mais la première chose, c'est la mise à disposition des habitants de la commune de Montferrier de la connaissance sur la nature qui les environne et donc la possibilité de la côtoyer, d'en profiter. Donc j'attends peut-être en termes de retombées pratiques dans quelques années un petit guide de la nature de Montferrier et pourquoi pas quelques petites balades naturalistes associées. Je crois que les citoyens de la commune apprécieraient beaucoup ce guide. Donc voilà ce que je peux attendre. D'accord. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces éléments d'information.
Et j'en profite pour remercier tous les étudiants de s'être saisis de ce projet et de le mener brillamment. Merci bien. La France est le 6e pays au monde en nombre d'espèces de mammifères, avec 93 espèces recensées. Bien que certaines d'entre elles puissent être des ravageurs de culture, d'autres, tels le renard rouge, jouent un rôle fondamental dans la régulation de leurs effectifs. Partons désormais à la rencontre d'Aurélie, Yolande et Léo, qui vont nous décrire leur méthode d'inventaire ainsi que les services rendus par certaines espèces de mammifères au sein des écosystèmes. Salut Aurélie, salut Yolande. Salut, Donc salut. là vous venez de mettre en place le piège photo. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu où est-ce qu'on doit mettre ce type d'appareil ? Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on pose un piège photo. Le but du piège photo c'est quand même de photographier des animaux. Donc du coup on essaye de trouver des endroits où les animaux viennent de passer, donc ce qu'on appelle une coulée comme ici, donc des endroits où la végétation est assez fermée mais où on voit que des animaux peuvent passer. Et pour finir, on essaye de le poser sur un tronc d'arbre afin de pouvoir l'accrocher avec une ficelle et entre 50 et 70 cm de hauteur afin d'être à peu près à la hauteur des animaux quand ils passent. D'accord. Alors quel type d'espèce on peut photographier avec ça ? Alors ça dépend de l'endroit où on va le placer, mais on peut prendre des mammifères de taille vraiment très différentes, en passant de l'écureuil jusqu'au chevreuil. Alors ici les chevreuils, il y en aura peut-être beaucoup moins qui vont passer par ici vu que c'est assez fermé. D'accord. Et on peut prendre en photo des blaireaux, des sangliers, des fouines, et même certains qui sont moins communs comme des genettes. Mais par contre c'est assez sensible, donc on a aussi des photos d'oiseaux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors après, on entend souvent parler que les mammifères sont considérés comme des nuisibles. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans l'écosystème, chaque espèce a sa place en fait, puisqu'elle est utile à l'équilibre du système en général. Donc après, dire que c'est nuisible, c'est en fait plus du point de vue de certaines activités humaines. Donc au final, chaque espèce est utile. Par contre, si par exemple il manque certains prédateurs, d'autres espèces vont peut-être plus prendre de la place dans le système, se développer, être plus nombreux en population, et c'est là que ça peut causer des dégâts comme des cultures par exemple. Salut Léo. Salut. Donc là tu es en train de mettre un nouveau type de piège en place. Alors pourquoi mettre différents pièges alors qu'on avait déjà mis un piège photo plus bas ? En fait les pièges photo, ils peuvent détecter la présence de petits animaux. Ils sont faits pour photographier les mammifères de taille importante, du fait de la sensibilité. Donc les mammifères, ça ne s'arrête pas aux renards, blaireaux, sangliers, etc. Donc ça comprend ce qu'on a coutume d'appeler les micro-mammifères, donc tout ce qui est campagnol, souris, mulots, musaraignes, rats, etc. Donc pour échantillonner avec le plus d'efficacité possible en fait, ces petits mammifères qui sont souvent négligés dans les inventaires, on emploie ces pièges-là, donc ces pièges à pâté, qui sont adaptés au niveau de la taille pour ces micro-mammifères. Ok. Donc est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer le rôle en fait de ces mammifères dans l'écosystème et puis quelle importance ils vont avoir dans le bon fonctionnement des écosystèmes ? Tout à l'heure Yolande a parlé de la place nécessaire de chaque animal dans un écosystème et donc dans une chaîne alimentaire. Donc il faut se souvenir que globalement la chaîne alimentaire elle fonctionne sous une forme pyramidale. Donc si on supprime certaines pierres de l'édifice, ça va conduire forcément à un déséquilibre à terme. Donc là, à ce titre, les micro-mammifères ont deux rôles en tant que consommateurs. Donc on veut parler des insectivores qui vont servir à réguler les populations d'insectes, et en tant que consommés également. Donc ils vont servir à nourrir beaucoup de rapaces comme les faucons, les milans, les bouses, etc. Après, ils rendent aussi d'autres services parallèlement, des services un peu moins connus, plus complexes. On dit que c'est des services écosystémiques. Donc ça va être par exemple celui d'aération et de mélange des sols, important pour la fertilité des sols, donc notamment en creusant des terriers, en retournant la terre. Ils vont permettre aussi de diffuser des graines, donc via les excréments, ils vont consommer des graines, puis ils vont partir à différents endroits et après ils vont diffuser ces graines via leurs excréments. Donc en gros, les services rendus par les micro-mammifères sont vraiment multiples et c'est pas seulement une source de désagrément pour les agriculteurs ou une petite problématique en termes sanitaires. Donc Erol Vella, vous êtes coordinateur du projet IBC au sein de l'UM2, mais également enseignant-chercheur. Alors vous, en tant que scientifique, quel intérêt portez-vous à un projet comme celui-ci ? Alors, en tant que scientifique, étudiant la biodiversité, un projet comme celui-ci, j'ai envie de dire, c'est le socle de l'étude de la biodiversité. C'est de commencer
par inventory sur le terrain quelles sont les plantes et les animaux qui vivent sur un territoire donné et j'ai envie de dire à échelle globale sur l'ensemble de la planète. Mais ça commence à une échelle locale. Donc ici, l'échelle de la commune, j'ai envie de dire, c'est le point de départ. On peut travailler sur une échelle plus petite, sur un site très localisé. On peut travailler sur un massif forestier, sur le bassin versant d'une rivière ou alors sur une entité administrative comme par exemple une commune. D'accord. Pourquoi protéger la biodiversité locale? Quel intérêt pour l'homme? Alors la biodiversité locale, c'est tout simplement la biodiversité tout court, qu'elle soit locale ou pas, la question elle n'est pas là. La biodiversité qui nous entoure, c'est le tissu vivant de la planète, c'est donc l'ensemble des processus écologiques qui se passent autour de nous. Donc qui dit processus écologique, dit équilibre global de la planète, la génération de l'oxygène par les plantes, les échanges, enfin toute la chaîne alimentaire, les échanges entre individus de différentes espèces, toute la chaîne alimentaire se fait continuellement, jour par jour, heure après heure, seconde après seconde autour de nous, qu'on le veuille ou non. Donc la biodiversité locale est tout aussi importante à préserver qu'une biodiversité lointaine. Et même si elle est a priori plus banale, moins rare, moins exceptionnelle, elle est tout aussi importante en termes de fonctionnalité. Puisque c'est un maillon en fait. Voilà, donc en protégeant la biodiversité locale, on préserve tout simplement la fonctionnalité de notre environnement naturel et donc de notre milieu de vie à nous, espèces humaines aussi. La nuit tombe, il est désormais temps de retrouver le groupe inventoriant les chauves-souris sur la commune. Bonjour à tous, donc vous êtes les spécialistes en chiroptère. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de mettre en place les inventaires là, donc, Oui voilà, exactement, donc on fait les inventaires chauves-souris. Ah, excuse-moi Dimitri. Ah, on a chopé quelque chose. Ah, à 45 kHz. Semblerait, vu du bruit, une pipistrelle commune. Voilà, donc si tu peux noter Romy. Tu peux nous expliquer un peu là ce que vous êtes en train de faire? Alors on fait un inventaire de chauves-souris comme tu nous disais et en fait on utilise une bat box qui permet de détecter les ultrasons qu'émettent les chauves-souris. Et donc là on arrive à reconnaître que c'est une pipistrelle puisqu'on est à 45 kHz en battement zéro à l'hétérodine, donc c'est assez compliqué mais ça nous permet de déterminer quel type d'espèce ça peut être. D'accord. Et dans quel type d'habitat on peut les retrouver? Alors elles chassent dans différents milieux, donc comme ici par exemple un milieu plutôt forestier. Donc elles peuvent voler soit dans la canopée, soit en sous-bois ou même en lisière. On les retrouve aussi en train de chasser à proximité des zones humides, également le long des haies. Et enfin en pleine ville aussi, il y a certaines espèces qui apprécient la ville puisqu'on peut ils y trouvent des insectes également. Et donc en fait chaque espèce a ses préférences. Et en fait en ce qui concerne la nidification, elles ont besoin de cavités donc à l'abri de la lumière. Donc ça va être des cavités naturelles comme des grottes ou des sous-arbres, ou alors des cavités créées par l'homme, donc comme des granges, des caves ou des greniers. Et est-ce que c'est les seuls types d'inventaires que vous mettez en place sur le terrain? Non, on réalise aussi les prospections de bâtis, c'est-à-dire dans les maisons, les vieilles bâtisses, dans la distillerie, les endroits abandonnés, sous les ponts. Et on recherche du guano, c'est les petits excréments des chauves-souris. Et ça nous permet après, en les identifiant, de trouver les espèces ou quel genre au moins c'est. Et on a fait des déterminations avec un membre du groupe chiroptérologique Languedoc-Roussillon. Et on a trouvé quelques espèces comme les pipistrelles, des grands rhinolophes, des petits rhinolophes, et des murins, des oreillards aussi. On a également trouvé un oreillard dans un bâtiment. Sur Montferrier. Sur Montferrier. D'accord. Et donc là, vous nous parliez d'inventaire, mais quel protocole vous mettez en place exactement? En fait, en septembre-octobre, donc avant la période d'hibernation, on a réalisé en fait des points d'écoute, donc 41 points d'écoute de 20 minutes chacun, et en fait répartis sur l'ensemble de la commune, dans tous les habitats un peu caractéristiques différents de la commune de Montferrier. Donc en fait, on a utilisé, donc, comme vous avez montré, donc, 2 appareils ici, pour donc repérer les ultrasons des chauves-souris. Et donc ces appareils vont enregistrer les ultrasons, donc en fait ils servent à peu près à la même chose, mais on veut un peu comparer les deux méthodes. Et en fait donc on a enregistré tous ces ultrasons qu'on a récoltés sur tous les points, et on va ensuite procéder à une analyse par logiciel spécialisé sur ordinateur. Donc on a aujourd'hui, après ces 41 points d'écoute, 13h30 d'enregistrement. D'accord, donc j'imagine que c'est un temps fou d'analyse. Oui, c'est un gros travail. Et puis également de terrain, et puis en phase amont pour mettre en place les protocoles. Tout à fait. D'accord, bah écoutez, je vous remercie en tout cas.
Et puis je vous souhaite bon courage pour finir vos protocoles en pleine nuit comme ça. Merci beaucoup. Merci. Actuellement, la fragmentation des habitats par l'homme reste la principale cause de la disparition des espèces. Nous pourrons donc nous interroger sur quel visage porteront demain nos communes, mais également quelle image laisserons-nous à nos enfants. Et quels moyens sommes-nous prêts à mettre en place pour protéger ces espèces communes et patrimoniales qui sont vouées à un avenir incertain. Chacun a son rôle à jouer, dans sa commune, dans son jardin, au boulot, mais également avec les acteurs de la protection de la nature dans sa région. Dans cette optique, la sensibilisation reste un pilier indispensable en vue de considérer la biodiversité comme un patrimoine commun et fragile. Je terminerai ce documentaire par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants ».